écoutez Philippe Rossi. Et c'est l'heure de notre grand débat sur Sud Radio, un projet de loi qui est à l'étude en ce moment à l'Assemblée nationale, un projet de loi qui prévoit de renforcer le suivi, notamment le suivi des détenus condamnés pour des faits terroristes une fois sortis de prison, pointage chez les policiers et gendarmes 3 fois par semaine, interdiction de contacter certaines personnes ou de fréquenter certains lieux. Question que l'on vous pose, doit-on soumettre les détenus condamnés pour des actes terroristes à des mesures restrictives une fois sortis de prison? On vous donne la parole sur Sud Radio 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. Un petit point, pour l'instant la réponse est oui, vous y êtes favorable à 94%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et on en débat avec notre invitée Adélaïde Jacquin, avocate pénaliste au barreau de Paris et membre du réseau antiterrorisme, droit et liberté. Bonsoir maître Jacquin. Bonsoir. Bonsoir à vous, bienvenue dans Les Vraies Voix. Merci d'avoir accepté de débattre avec nos vraies voix qui sont là, bien Merci sûr. à vous. Philippe Bilger, Jean Dorido, Sophie Darel. Adélaïde Jacquin, c'était nécessaire qu'on légifère et qu'on renforce le suivi de ces détenus? Pour vous? Alors, déjà, ces détenus, à mon sens, il faut un peu préciser qui ça concerne. On a l'air de parler aujourd'hui d'actes nécessairement impliquant la mort d'un homme, d'actes de terrorisme les plus graves. Les infractions à caractère terroriste, elles englobent un certain Ou nombre de comportements. liées à des faits ou comportements. Oui, mais qui sont extrêmement variés. Aujourd'hui, vous pouvez vous voir reprocher une infraction dite à caractère terroriste, qui sera une association de malfaiteurs à caractère terroriste, parce que vous aurez transporté quelqu'un jusqu'à un aéroport qui prenait un vol pour à terme rejoindre le territoire syrien, irakien, en tout cas un territoire de guerre. Donc je pense que la question qui se pose, c'est à qui vont être appliquées ces mesures, et aujourd'hui on a un champ d'application de la loi qui est extrêmement large. Donc quand on dit, quand j'entends 94% de vos auditeurs qui sont favorables au suivi des détenus condamnés pour terrorisme, je suis pas certaine que tout le monde ait à l'esprit ce que ça veut dire être condamné pour terrorisme. Ça veut dire des gens qui ont commis un crime qualifié d'un attentat sur le territoire français, mais c'est aussi des gens qui se sont rendus à l'étranger, c'est aussi des gens qui ont participé au départ d'autres gens, c'est aussi des gens qui ont accompagner d'autres personnes, c'est des gens qui ont eu l'idée de faire quelque chose mais ça n'a pas eu lieu. Tout ça, c'est un panel de comportements qui est extrêmement différent, et pourtant les mesures qu'on leur applique sont extrêmement restrictives, et finalement au regard de la loi telle qu'elle est rédigée là, on ne sait pas si ça va concerner que les personnes qui auront été condamnées pour des faits d'une particulière gravité. Ce que vous demandez, c'est qu'effectivement on dissocie les différentes accusations, les différentes inculpations, qu'on ne passe pas les mêmes mesures à effectivement quelqu'un qui a commis un attentat sur le sol français qu'à une personne qui a participé, qui aurait participé comme l'exemple que vous nous avez donné sur la personne qui aurait conduit en voiture un djihadiste par exemple qui serait parti sur le sol syrien. En réalité, j'apportais cette précision-là parce que quand on parle de personnes condamnées pour terrorisme, j'ai le sentiment qu'on n'a pas toujours une idée assez précise de ce que ça représente. Après, sur l'opportunité du dispositif tel qu'il est présenté aujourd'hui, moi j'y suis fiercement opposée. Je considère que ça va à l'encontre de tous les principes qui encadrent notre état de droit, que c'est des personnes qui ont été définitivement condamnées, qui ont exécuté leur peine dans des conditions d'incarcération qui sont extrêmement restrictives en termes de liberté. En général, c'est 2/3 de sûreté, c'est-à-dire une peine qui n'est pas aménageable. Ça veut, en général, dans 95% des cas, c'est des gens qui n'ont pas le droit à une formation, qui n'ont pas le droit au scolaire, qui n'ont pas le droit à un métier en détention, parce qu'on considère qu'il y a un risque à les mêler avec d'autres personnes qui sont en détention. C'est des gens qui sont soumis à des fouilles à nu après chaque parloir avec leur famille. C'est des gens qui ont une surveillance de nuit à l'œilleton toutes les 2-3 heures pendant la nuit. Donc c'est des gens qui ont un régime d'incarcération qui est déjà extrêmement restrictif. Et ensuite, à la sortie après l'exécution de leur peine, donc ils ont été condamnés, ils ont exécuté leur peine, ils ont remboursé leurs dettes vis-à-vis de la société, on voudrait continuer à les surveiller. Vous avez employé tout à l'heure le terme de suivi, vous avez dit un nouveau dispositif législatif qui va suivre les détenus. Mais c'est pas suivre les détenus, il faut faire attention, je pense, avec le vocabulaire. J'entendais Yael Braun-Pivet qui disait pour éviter les sorties sèches, on va mettre en place, je propose cette loi qui est l'objet de notre débat aujourd'hui. Une sortie sèche, en droit pénal, c'est le fait d'essayer d'éviter que la personne se retrouve devant la maison d'arrêt dans laquelle il a été incarcéré, sans possibilité de retrouver un travail, trouver un appartement et se réinsérer. Le dispositif aujourd'hui tel qu'il est prévu pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme, il vise absolument pas à permettre une quelconque réinsertion et à éviter des sorties sèches. Il permet uniquement une surveillance. C'est tout. Donc c'est des gens qui ont été exclus parce qu'on a considéré qu'ils avaient enfreint la loi, qui ont été exclus
dans des conditions, je le redis, particulièrement sécuritaires en termes de détention. Et ensuite, à la sortie de détention, au moment où ils sont censés se réinsérer, on va les obliger à pointer plusieurs fois par semaine au commissariat. On va les obliger à répondre aux convocations du juge de l'application des peines. On va les interdire de sortir d'un territoire particulièrement limité. On va les obliger parfois à aller dans un centre pour être accompagnés, parfois à porter un bracelet. Et ça, sous l'étiquette ou le message de favoriser la réinsertion. Mais vous savez très bien qu'une personne condamnée pour des faits de terrorisme, qui a exécuté sa peine, si en plus elle doit venir pointer au commissariat plusieurs fois par semaine, je pense que les possibilités de réinsertion pour cette personne sont assez réduites. Alors, et au demeurant, oui. Allez-y. Pardon, mais au demeurant, le dispositif aujourd'hui, il existe aujourd'hui des mesures individuelles de surveillance. On a, depuis la transposition de l'état d'urgence en droit français, prévu des mesures de police administrative qui sont aujourd'hui applicables aux personnes qui ont été condamnées et qui sont de fait aujourd'hui appliquées par l'autorité administrative à des personnes condamnées pour des faits de terrorisme. Donc ça existe déjà. Mais on continue, sans s'interroger sur la pertinence et l'efficacité des dispositifs applicables, à adopter des lois au gré d'un contexte politique, juste pour essayer de répondre à une angoisse, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été condamnées pour fait de terrorisme qui vont bientôt sortir de prison. Alors il y en a 150 à peu près 147 tiens, pour être précis, qui vont sortir d'ici à 2022. Juste avant de donner la parole à nos vraies voix, vous avez vu cette étude, Adélaïde Jacquin, qui révèle que le taux de récidive était particulièrement élevé chez les djihadistes. Oui, mais en fait, pour moi, c'est pas contradictoire avec ce que je viens de vous expliquer. Normalement, le code pénal prévoit que la peine, elle doit permettre la protection de la société, mais qu'il y a aussi tout un volet réinsertion dans la peine. C'est le texte tel qu'il existe. Simplement, c'est favoriser son amendement ou la réinsertion. Je pense que les termes, c'est ça, les termes de la loi. Ce que vous dites, c'est que c'est pas possible de se réinsérer si on doit aller par exemple au commissariat 3 fois par semaine, qu'on ne peut pas se rendre dans certains lieux. Non, je parle de l'exécution de la peine, parce que là vous me dites des personnes qui ont été condamnées, ils ont exécuté leur peine et puis ils recommencent. Oui. Je pense qu'il faut s'interroger sur la façon dont les gens sont incarcérés aujourd'hui quand ils se voient reprocher des faits à caractère terroriste. On n'est pas du tout dans une logique de réinsertion. On est dans une logique de stigmatisation, de marginalisation, de séparation du reste de la détention et de privation de tout l'aspect réinsertion. Si vous êtes dépourvu de l'ensemble des moyens qui vous permettent de raccrocher les wagons et de vous réinsérer dans une société, c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc, à mon sens, ça accroît le risque de récidive. Alors, Philippe Bilger. Maître Jacquin, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous développez avec talent une argumentation qui me gêne un petit peu. D'abord, le seul point où je vous rejoins, c'est dans le fait qu'on applique peut-être de manière globale le pavillon de terrorisme sur une multitude de comportements qui ne le justifient pas. Mais si je reste dans le domaine de la criminalité la plus grave, de nature terroriste, il me semble, et le taux de récidive qu'on vient de citer le démontre, c'est qu'on est face à une criminalité dont je pense qu'elle n'a rien de comparable avec la criminalité ordinaire qui justifie, par exemple, le propos assez classique, mais très naturel chez une avocate que vous avez tenue. Je pense que si on admet qu'il s'agit d'une criminalité totalement spécifique, eh bien, en effet, la réinsertion n'est sans doute pas l'objectif ultime, mais le processus de surveillance qui se justifie pour des personnes qui ont été condamnées pour des crimes extrêmement graves et qui n'ont qu'une envie, contrairement à la criminalité classique, c'est de renouveler ce qu'ils ont accompli. Et donc, il me semble qu'à partir de là, il n'est pas du tout scandaleux d'ajouter à la dureté d'un régime pénitentiaire qui, moi, ne m'apitoie pas, des mesures très spécifiques pour cette criminalité-là. Et donc, sur ce plan-là, je ne suis pas sur votre longueur d'onde. Jean Dorido, et après je vous ferai réagir évidemment Adélaïde sur tout ce qui a été dit. Oui, Jean. Bien, écoutez, j'ajouterais que, bon, bien sûr, moi, je respecte bien sûr vos arguments, Madame Jacquin, évidemment. Juste rappeler, voilà, vous êtes avocate, vous faites votre travail d'avocate, vous le faites même assez brillamment. Pour autant, et là, on parle d'un projet de loi, et dans une démocratie, la justice est indépendante, et la loi est l'expression d'une volonté populaire. Donc, si cette loi, ma foi, est ratifiée par le Parlement, eh bien, ma foi, elle rentrera en application, et Maître Jacquin continuera de faire son travail. L'autre point sur lequel j'aimerais insister,
voulez, c'est qu'en fait, le problème, c'est le problème de la déradicalisation. Et la déradicalisation, ça ne fonctionne pas. Un individu qui se trouve radicalisé, il est sous emprise, si vous voulez, dans un schéma qui est comparable aux dérives sectaires. Et donc, si vous voulez, quand vous avez un individu qui est radicalisé, qui est embrigadé et qui est sous emprise, c'est mort. Vous ne le récupérerez plus. Et donc, il faut que les avocats et la justice se mettent à faire de la psychologie, c'est important, pour comprendre qu'il est important et même essentiel de prendre cet élément en compte, parce que ça ne fonctionne pas, la déradicalisation. C'est un chemin qui est sans retour. Il n'y a pas de retour possible. Alors, Adélaïde Jacquin, comme je veux vous laisser le temps de répondre, on va se retrouver dans quelques instants. Vous allez pouvoir répondre à Philippe Bilger et puis aussi à Jean Dorido sur la déradicalisation, justement. On va en débattre, on va faire un petit état des lieux de ce qui se passe en ce moment dans les prisons françaises. On poursuit le débat dans quelques instants. Sud Radio, les vraies voix de l'été. Philippe Rossi. Retour des vraies voix sur Sud Radio. On poursuit notre grand débat. Un projet de loi qui est à l'étude en ce moment à l'Assemblée nationale aujourd'hui et qui se poursuit ce soir, qui prévoit de renforcer le suivi des détenus condamnés pour des faits terroristes une fois sortis de prison. Pointage chez les policiers et gendarmes 3 fois par semaine, interdiction de contacter certaines personnes, fréquenter certains lieux. Doit-on soumettre les détenus condamnés pour des actes terroristes à des mesures très restrictives une fois sortis de prison, puisque ce sont des mesures très restrictives dont on parle? Le 0826 300 300, ça c'est le numéro du standard de Sud Radio. Puis sur les réseaux sociaux, c'est toujours oui, un grand oui d'ailleurs à 82%. Toujours avec nous Adélaïde Jacquin, avocate pénaliste au barreau de Paris, membre du réseau antiterroriste Droit et Liberté. Et puis nos vraies voix, évidemment, Philippe Bilger, Jean Dorido, Sophie Darel. Adélaïde Jacquin, vous allez pouvoir répondre à Philippe Bilger qui n'était pas d'accord avec vous, et puis aussi à Jean Dorido qui vous parlait de déradicalisation qui, pour lui, et pour Philippe Bilger aussi, puisqu'il le pense, ne fonctionne pas. Adélaïde Jacquin, déjà pour répondre à Philippe. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, j'entends que finalement, pour cette partie de la population pénale, cette partie de la population carcérale, la réinsertion, c'est pas le processus ultime. C'est les propos de Monsieur Bilger. Donc, à mon sens, la messe est dite d'une certaine façon. Si effectivement, ce que l'on cherche à faire, c'est à aucun moment d'essayer de vivre dans une paix sociale avec des personnes qui ont été condamnées définitivement par la justice, et qu'on considère qu'à une catégorie de la population donnée, on va réserver un arsenal juridique qui leur est réservé, je pense à des concepts du type droit pénal de l'ennemi et ce genre de choses, alors à ce moment-là, effectivement, le dispositif législatif tel qu'il veut être instauré aujourd'hui, c'est pas permettre la réinsertion et effectivement conférer, réserver plutôt à une partie de la population un dispositif juridique qui est dérogatoire du droit commun. Mais finalement, je comprends de ce qui est dit que parce que on considère sur la base d'un rapport qui n'a pas été publié et que moi j'ai pas lu personnellement, il y a un risque important de récidive, alors à ce moment-là, on doit réserver des mesures de police administrative pendant une durée qui peut quand même s'étaler sur plusieurs années, alors même que c'est des personnes qui ont déjà exécuté des peines qui sont extrêmement lourdes. En matière de terrorisme, les peines, elles vont de 10 à perpétuité. Donc, on est quand même sur des infractions extrêmement graves. Le deuxième volet de ma réponse, c'était sur la déradicalisation. Voilà, c'était la question posée et l'affirmation de Jean Dorido, qui, je vous le rappelle, maître et docteur en psychologie. Voilà. Très bien. Eh bien, j'entends là aussi une position assez péremptoire. La radicalisation, c'est mort. Hein. Une fois qu'on est radicalisé, c'est terminé. Moi, j'ai un peu plus d'espoir que cela. Je considère qu'il y a aujourd'hui des dispositifs d'accompagnement des personnes en milieu ouvert qui ont été radicalisées. Je pense au dispositif PER. J'aimerais bien que vous me donniez des chiffres qui établissent que ça ne fonctionne pas. C'est des dispositifs où les personnes en milieu ouvert ont un suivi de plus de 20 heures par semaine avec des médiateurs religieux qui sont censés les accompagner, avec des psychologues, des psychiatres, etc. Moi, j'ai l'espoir de penser qu'effectivement, quand on a été radicalisé, on peut se déradicaliser. Mais si on part du constat, du postulat de base que finalement, pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme et sans distinguer pour quel type de fait on a été condamné, la réinsertion, c'est pas l'objectif de la peine. C'est contraire au droit pénal d'une part, mais d'autre part, à ce moment-là, c'est limpide. C'est effectivement ce qui justifie aujourd'hui un dispositif qui, pour moi, est en contradiction avec le droit. Ce n'est pas un postulat, hélas. C'est que ça ne fonctionne pas. C'est tout. C'est qu'il y a énormément d'efforts qui sont déployés et hélas, il n'y a pas d'effet. La déradicalisation ne fonctionne pas. Pardonnez-moi, mais les efforts qui sont déployés aujourd'hui, c'est pas des efforts qui sont sur la réinsertion, c'est des efforts qui sont sur la surveillance et sur le déploiement des moyens au service pour les services de renseignement,
la police, etc. Lutter contre la radicalisation, c'est aussi accompagner quelqu'un, lui expliquer pourquoi à un moment le tournant qu'il a pris n'était pas le bon. Alors Adélaïde Jacquin, qu'on comprenne bien, Adélaïde Jacquin, sur cette déradicalisation. Alors Jean nous explique que ça fonctionne pas, vous le contraire. Comment ça se passe concrètement? Voilà, on a un jeune qui est en prison, qu'on essaie de déradicaliser. Concrètement, comment ça se passe? Comment on tente de le déradicaliser? On tente pas vraiment, c'est bien ça le problème, c'est qu'aujourd'hui ce qui est proposé en détention, c'est pas du tout de déradicaliser qui que ce soit. Les personnes qui sont aujourd'hui mises en examen pour des faits à caractère terroriste peuvent solliciter un soutien psychologique comme tout détenu et en général sont placées dans un quartier d'évaluation de la radicalisation. Mais ce quartier d'évaluation de la radicalisation, c'est pas un quartier de déradicalisation, ça existe aussi, mais ça existe sur une toute petite proportion des établissements pénitentiaires, donc ça concerne un nombre complètement résiduel des détenus. Ce quartier d'évaluation de la radicalisation, c'est 4 mois d'entretien avec des éducateurs spécialisés, des psychologues et des membres de l'administration pénitentiaire pour faire un rapport sur le degré de dangerosité et de radicalisation d'une personne en vue d'être transmis à la juridiction de jugement pour que il en soit tenu compte au moment de la condamnation. Il n'y a pas de dispositif de déradicalisation en prison aujourd'hui. C'est bien ça le problème. Ce qu'il existe, c'est des dispositifs d'aide à la réinsertion et donc de lutte contre la radicalisation, notamment les dispositifs PER, qui sont des associations qui s'occupent de suivre des personnes soit qui ont été déjà condamnées, soit qui sont encore détenues provisoirement à l'extérieur pour essayer de les accompagner et de faire tout le cheminement psychologique, mais ça je ne suis pas psychologue, pour essayer de se sortir de ce chemin de la radicalisation. Alors qu'est-ce qu'ils font, Jean Dorido? Qu'est-ce qu'ils font concrètement ceux qui suivent Aujourd'hui, il y a un abîme, si vous voulez, absolument béant sur la compréhension des mécanismes d'emprise qui sont à l'œuvre justement auprès des jeunes radicalisés. Et il y a une vraie cécité en réalité. Même les scientifiques qui travaillent sur le sujet sont forcés de constater que le phénomène non seulement est mal compris, et sur les processus mis en œuvre pour la déradicalisation, toutes les entreprises qui sont démarrées ne fonctionnent pas. Et sans compter la question de l'âge qui, bien sûr, plus le gamin est pris de bonheur, plus le chemin est, encore une fois, il n'est pas possible de faire le chemin de retour. C'est le problème. Le pire, c'est le cas des enfants soldats qui sont dans de tels traumatismes. Ils sont et dans des phénomènes d'emprise et dans des schémas traumatiques absolument terrifiants. Et ce sont des personnes qu'on ne pourra jamais récupérer, qu'on pourra au mieux, si vous voulez, prendre en charge pour tenter quand même qu'ils puissent vivre, si vous voulez, décemment. Mais ce sont des personnes qui sont fichues, qui sont cassées à vie. Je voudrais, moi, j'ai l'impression qu'au-delà du débat sur la radicalité ou la déradicalisation, j'aimerais demander à Maître Jacquin si je comprends bien son argumentation, elle ne considère donc pas que la criminalité gravissime terroriste est une catégorie spécifique par rapport aux crimes ordinaires. Alors, la première chose, c'est que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je voudrais quand même le souligner, c'est que j'aimerais bien qu'on me dise ce qu'on entend par radicalisation. C'est une notion qui n'est absolument pas juridiquement définie. Donc depuis tout à l'heure, on parle de radicalisation ou de déradicalisation sans savoir exactement de ce dont on parle. Alors on va poser la question à Jean qui en parlait. Qu'est-ce que vous pensez quelqu'un qui prend un camion, par exemple, le 14 juillet, et qui tue les gens dans des Anglais, il est radicalisé en fait. C'est quelqu'un qui n'est plus dans le même monde que nous, si vous voulez. Il a perdu contact avec le réel. La radicalisation, c'est quelqu'un qui, en fait, on parle de processus de déshumanisation et d'infrahumanisation. Qui agit comme un robot. Chez les personnes sous emprise, c'est que l'autre, si vous voulez, est considéré comme moins qu'un humain. C'est considéré comme une bête. Donc là, pour le coup, on a des grilles très précises. Et donc, on est en capacité d'évaluer justement qu'une personne, quand elle se met à infra-humaniser l'exogroupe, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de son groupe, c'est quelqu'un qui n'a pas des caractéristiques humaines à ses yeux. C'est quelqu'un qui est moins qu'un chien, si vous voulez. Et donc là, on sait évaluer, pour le coup, précisément, avec des grilles d'analyse en psychologie clinique, un individu qui est radicalisé. Précisément, c'est quelqu'un qui est dans un fonctionnement de pensée, dans une carte du monde qui n'est pas consensuelle par rapport à des personnes comme nous tous dans ce débat.
Adélaïde. Oui. Alors, sauf que la radicalisation, juridiquement, ça n'existe pas. Hein, c'est pas Non, bien défini. sûr. Pourtant, c'est surutilisé. Mais non, c'est pas défini. Et Non, le non, problème, mais on vous le avez retrouve raison, je aujourd'hui vous rejoins, dans ça les textes. n'existe pas Juridiquement, ça existe, bien mais sûr, psychologiquement. bien sûr. De cette notion non définie juridiquement découle tout un arsenal législatif. Et c'est le problème qu'on retrouve dans la loi aujourd'hui. On vous parle d'une particulière dangerosité. Hein, ça, Oui. c'est les termes de la loi que j'ai sous les yeux. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire en droit. On se fonde sur des concepts qui ne sont pas juridiques, dont il va découler un certain nombre de mesures qui sont là pour le coup tout à fait juridiques et qui sont contestables, pardonnez-moi, en justice, alors même qu'elles reposent sur des notions extrêmement floues. C'est des choses qu'on a déjà dénoncées au moment de l'état d'urgence, c'est des choses qu'on a dénoncées au moment des mesures individuelles de police et de surveillance, parce que on adopte des lois au fil de l'eau, sans se soucier de comment elles sont définies et donc du coup comment elles vont s'appliquer. Je vous demande ce que c'est que la radicalisation, vous me dites c'est le terroriste de Nice. Alors que tout à l'heure, on a parlé de qui était concerné par cette loi et ça va bien au-delà du terroriste de Nice, du terroriste de Charlie Hebdo et du Bataclan pour ne citer que les 3 plus gros attentats. Pour répondre à la question sur la catégorie qui m'a été posée tout à l'heure, je pense que les infractions de terrorisme sont une catégorie particulière du droit pénal, au même titre que les infractions sexuelles, au même titre que les infractions en droit financier, etc. Et que à infractions particulières, il y a des dispositions et des infractions particulières. Par contre, je considère effectivement pas qu'on peut aujourd'hui accepter un arsenal législatif qui est dérogatoire du droit commun sous prétexte qu'il devrait s'appliquer à cette catégorie particulière. On parlait tout à l'heure du risque de récidive. Il y a plein d'autres catégories de criminalité où la récidive est considérée comme étant extrêmement importante. Pour autant, on voit très bien que le dispositif qui est applicable aujourd'hui ne concerne qu'une catégorie de la population, pas très bien définie, puisqu'on ne sait pas, c'est des gens dangereux qui ont été condamnés pour des faits de terrorisme, auxquels on va appliquer des règles qui sont totalement dérogatoires du reste de la population. Non, bah, c'est-à-dire que je respecte tous les arguments de madame, encore une fois, et vous faites votre métier, c'est normal de défendre, tout le monde a le droit d'être défendu, simplement par rapport aux autres catégories criminelles, le problème du terrorisme, ce sont les conséquences. Je veux dire, le pays est traumatisé précisément par le Bataclan, par Charlie Hebdo, par Notre Nice, vie a changé par rapport à eux, par Magnanville, par le père Hamel. Enfin, je veux dire, on a traversé une période d'une telle violence aveugle et radicale, précisément, que c'est un souci de conséquences. Quelqu'un qui vole même une banque, les conséquences ne sont pas les mêmes que des actes terroristes. C'est quand même quelque chose à prendre en compte. Là, Maître Jacquin ne me répond pas véritablement, parce qu'elle mêle les récidives ordinaires, encore une fois, un braqueur, lorsqu'il vient aux assises, il fait au moins semblant de dire « je ne recommencerai pas » et dans l'instant, il est sincère. Alors que vous avez une criminalité radicale, terroriste, qui d'ailleurs ne le cache pas, n'a pour ambition que de recommencer. C'est donc en ce sens-là que j'ose dire que c'est une catégorie singulière qui dépasse très largement l'analyse purement juridique que vous faites, comme si vous vous appliquiez à oublier la réalité de la vie criminelle, parce qu'il y a le droit, bien sûr, qui protège. Mais la question qui se pose aussi, pardonnez-moi, mais c'est celle de l'efficacité du dispositif. Aujourd'hui, moi je veux bien, on considère que, vous avez dit tout à l'heure, ça va être l'expression d'une volonté populaire, ça va être appliqué et tout le monde sera conduit à respecter la loi, y compris un avocat pénaliste. Et j'ai pas du tout de... C'est la démocratie. De contestation là-dessus. La question que je me pose moi, c'est comment est-ce qu'on s'assure que ce dispositif est efficace? Il succède à un dispositif qu'on n'a absolument pas évalué, qui concerne des personnes qui ont des profils complètement différents. Ça va durer pendant 10 ans. Le souci, je l'entends aujourd'hui, c'est de rassurer les Français, de leur dire qu'une fois que la personne a été condamnée pour des faits d'une particulière gravité, la société demeure protégée parce qu'on les astreint à des mesures de police administrative. Ok, mais sauf que ça va pas durer toute la vie. Qu'est-ce qu'on va faire en fait de cette catégorie de la population qu'on a exclue en détention, qu'on exclut dehors? Au bout d'un moment, ces mesures ne vont pas durer toute la vie. Quelle est la suite? Ça veut dire peut espérer que pendant un certain nombre d'années, elles vont stabiliser quelque chose. Et je ne comprends pas là le point de vue de l'avocate. Je veux dire, en quoi cela peut-il vous gêner en tant que citoyenne qu'on prenne des dispositions particulières pour empêcher une criminalité spécifique de renouveler ses agissements? Je ne parviens pas à comprendre. Parce qu'en réalité, moi, je ne suis pas persuadée que ce ne soit pas créateur de risque. Déjà,
contrairement à vous, je considère qu'un des objectifs principaux de la justice aujourd'hui, c'est la réinsertion et que les personnes condamnées à des faits de terrorisme en sont privées. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, la façon dont on pense l'incarcération et le dissuivi des personnes condamnées pour le terrorisme soit efficace en termes de sécurité publique et d'ordre public. C'est ça la vraie question. C'est que pendant 10 ans, vous obligez quelqu'un à pointer 3 fois par semaine et je comprends de vos propos qu'au bout d'un moment, finalement, il va se réinsérer. Moi, c'est ce bout d'un moment que j'ai du mal à voir. Allez, on va donner la parole à Sophie Darel qu'on n'a pas beaucoup entendu sur le débat. Sophie, allez-y. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, comme le disait à l'instant Philippe, en fait, ils sont fiers de ce qu'ils font. C'est toute la différence avec un crime ordinaire où bon, ça n'y a aucune excuse à tuer quelqu'un, c'est pas ce que je veux dire, mais il peut y avoir un regret, ça peut être passionnel. Alors que ces gens-là sont au contraire vachement fiers de ce qu'ils ont fait. Donc la différence est énorme. C'est comme une secte. Ce sont des gens qui font partie d'une secte. Et finalement, pourquoi ils sortent ? Ils sortent parce qu'ils ont purgé leur peine et qu'ils ont pris 25-30 ans et qu'ils sortent au bout de 25-30 ans. Et vous avez raison, et c'est un autre débat. Il nous reste peu de temps, Adélaïde Jacquin, pour finir. Dupond-Moretti, nouveau ministre de la Justice, qui était déjà, il y a quelques années, favorable au retour des djihadistes en France pour qu'ils aient un procès, pour purger leur peine, qu'il a redit au JDD dimanche. Il a même été plus loin, il a dit « Je militerai pour le retour des djihadistes en France ». J'imagine que c'est une bonne nouvelle pour vous, en tout cas, Adélaïde Jacquin. Une bonne nouvelle, non. Je réjouis vous, c'est ce que vous vouliez, c'est que les femmes, en tout cas, de djihadistes et puis les djihadistes ou ceux impliqués dans des attentats puissent avoir un procès en France, dans leur pays. Je voulais que les ressortissants français soient judiciarisés parce que je pense que c'est important pour tout le monde. C'est important pour la société, c'est important pour les Français parce que la justice doit être rendue de façon publique et on doit savoir ce qu'on risque lorsqu'on se rend sur un théâtre de guerre. Je pense que c'est aussi important pour les victimes. Toutes les associations de victimes des infractions à caractère terroriste se sont manifestées pour le retour des ressortissants français aujourd'hui en Syrie parce qu'elles ont besoin de voir ces personnes jugées. La justice, c'est pas simplement l'avocat pénaliste qui parle, c'est aussi sociétalement parlant, je trouve que c'est important. Donc je me réjouis qu'il n'ait pas changé d'avis. Mais vous comprenez la peur, on parlait de la peur des Français qu'évoquait Jean Dorido, vous comprenez la peur de ces Français de voir évidemment un djihadiste arriver en France, purger sa peine en France et qu'il ressorte au bout de 20 ans libéré, qu'il court sur le territoire français. Vous comprenez cette peur ? Je la comprends tout à fait, mais je pense quand même qu'on est dans un état de droit avec des règles, que les citoyens français sont astreints à des règles. Quand on a commis un crime, on est condamné, et quand on a exécuté sa peine, on est libre. Jean, sur le retour des djihadistes, Philippe Bilger. On revient sur cette problématique de personnes qui ont complètement coupé les ponts avec la société française. Notre président François Hollande, à l'époque, avait évoqué la déchéance de nationalité. Et je crois que ça a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale pour des Français collaborationnistes qui étaient déchus dans la société française, à qui on disait au bout d'un moment, vous n'êtes plus français, ça s'arrête, vous avez pactisé avec l'ennemi, et je regrette que son idée de l'époque n'ait pas été plus creusée. Pour les binationaux, mais les nationaux, on en fait quoi? On n'a pas le droit de créer d'apatrides, pour autant, encore une fois, les situations sont tellement exceptionnelles que ça vaut au moins la peine de réfléchir à plusieurs et de débattre. Allez, malheureusement, on n'a plus le temps. Merci à vous, Adélaïde Jacquin, d'avoir débattu avec nous, avocate pénaliste au barreau de Paris, membre du réseau antiterrorisme, droit et liberté. Merci à nos vraies voix. Philippe Bilger, Jean Dorido, Sophie Darel qui reste avec nous. C'est la fin de notre débat.